L'objectif, c'était de pouvoir échanger sur les sujets locaux, plus que sur la politique nationale. Je dirais juste sur la politique nationale, vous avez pu le voir, on a annoncé hier ce fameux plan de relance, et en un mot, moi je suis très content, je me suis beaucoup battu pour qu'on ait un volet agricole identifié au sein du plan de relance, c'est-à-dire qu'il vienne en plus de toutes les mesures transversales du plan de relance. Et le signe de l'action que j'ai voulu incarner à travers ce levier du plan de relance, c'est la question de la souveraineté et de l'indépendance. Souveraineté et indépendance face à un certain nombre d'importations. Moi, je fais partie de ceux qui ne le comprennent pas et ne digèrent pas que nos vaches soient avant tout nourries par du produit de soja brésilien, surtout quand on connaît les conditions avec lesquelles ce produit de soja a été fait. Et donc, dans le plan de relance, on va mettre 5 millions d'euros sur même plus sur le plan économique. Indépendance face aux conséquences du changement climatique. On a aujourd'hui des solutions qui peuvent exister, et pourtant on est encore beaucoup trop dépendant. Peut-être moins d'ailleurs dans ce département de l'impôt que d'autres, pour plein de raisons que j'ai bien en tête. Mais enfin, il y a plein de départements où c'est une énorme dépendance, et donc on va financer aussi par exemple, créer une ligne de 100 millions d'euros pour financer des équipements de protection, typiquement les filières intégrales dans l'agriculture. Dépendance, pour moi c'est un enjeu très important, dépendance face au marché. Je ne doute pas que toutes les transitions auxquelles on est aujourd'hui confrontés, elles ont un coût, et je pense que c'est trop souvent omis dans le débat public. Parfois, c'est un gros mot de le dire, pas du tout, c'est un coût, et donc il y a un sujet de rémunération incroyablement important qui reste pour nos agriculteurs. Et Gaïa ne va pas encore assez loin, alors vraiment pas, et donc il faut agir sur tous les leviers pour en revenir et bénéficier de vos idées, mais c'est très important. Une moindre dépendance aux intrants, que ce soit les intrants de ressources en eau, là aussi on a des équipements qui nous permettent, que ce soit des intrants en produits phyto, et là aussi on peut, que ce soit via des PUV, que ce soit via de l'agroéquipement carré ou autre, diminuer cette dépendance. Et enfin, dernier point, et je m'arrêterai là, une moindre dépendance vis-à-vis des générations. Aujourd'hui, on a un très gros sujet générationnel dans la reprise des exploitations. Et si on veut assurer cette souveraineté, cette indépendance agroalimentaire française, on doit le faire avec cette vision à 10-15 ans. Je terminerai juste en disant, pour moi, je suis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, ça vous le savez, je suis ingénieur agronome. J'ai fait ce choix de métier du vivant il y a 25 ans à peu près. Et je crois profondément à deux choses qui, là aussi, en tout cas que je veux incarner et mettre au centre de la vision de la politique de ce ministère. C'est la souveraineté et l'indépendance, en n'oubliant jamais que l'agriculture, c'est le sol et le temps. Le sol, c'est ce qu'on a de plus riche, c'est ce qui fait notre richesse. Et le sol, ça se travaille. Parfois, on a des injonctions, y compris écologiques, paradoxales, sur ce sujet. Typiquement, l'usage de produits phyto dans une agriculture de conservation du sol. Et deuxièmement, c'est le temps, d'abord le temps qui fait, mais tout repositionner sur un temps long. Et aujourd'hui, je crois que dans l'agriculture, trop souvent, on oublie cette notion du temps qui fait qu'on peut se retrouver ici dans des impasses, là dans des incohérences, ou in fine, dans des transformations qui ne sont supportées que par l'agriculteur, sans du tout que la société qui vient de ces inventions ne participe à la transformation, que ce soit dans le prix ou dans le comportement, et je pense que ça pose un certain nombre de difficultés. Voilà, très brièvement parlant ce que je voulais vous dire, mais je voulais surtout vous écouter sur les différents sujets, en m'excusant encore une fois pour le temps court dont nous disposons, mais je sais qu'on sait être efficace dans le milieu agricole, donc on va réagir de la sorte. En remerciant une nouvelle fois les élus, monsieur le maire, je vous remercie à vous d'être là et mes amis parlementaires qui sont à mes côtés. La première question au président de la Chambre. Monsieur le ministre, bonjour et merci de nous accorder cette séance de travail. Donc, Joël Limousin, je suis agriculteur
Donc avec 6 associés en production laitière et en bovine et un atelier de porc et restaurant glaceur, avec fabrication d'éléments à la ferme et en culture équilibrée. Je ne le dis pas par hasard, par rapport à ce que je venais d'évoquer. Je suis président de la chaîne d'agriculture, mais parallèlement aussi, j'ose l'évoquer ici, vous me le permettrez, je suis au bureau de la FNSEA et à ce titre-là, je préside le FNSE, le Fonds de mutualisation sanitaire environnementale, et donc nous avons beaucoup de relations de travail avec vos services, en particulier des GPE ainsi que la DGAL. Merci de prendre ce temps. Nous vous avons remis à votre place un dossier. Nous n'aurons pas le temps de tout aborder, mais au moins vous aurez les éléments chiffrés de la situation du département, avec quelques éléments clés sur, bien entendu, les installations. Vous avez parlé de transmission, une petite fiche, et les jeunes agriculteurs y reviendront tout à l'heure, une fiche qui résume véritablement depuis les quelques années passées le nombre d'installations en Vendée, et également l'ambition de la transmission, que nous travaillons avec le conseil régional également, c'est un dossier porté régionalement, de façon à ce qu'avec tous les départs qui ont lieu, notre vraiment défi, c'est de permettre l'installation et la transmission des exploitations. Et pour cette transmission, eh bien, on a de plus en plus de jeunes non issus du milieu agricole. On fait partie des régions et des départements qui sont en pointe, avec beaucoup de jeunes en formation agricole qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui vont vers l'installation. C'est à souligner parce qu'on est une agriculture tellement diversifiée sur ce département, eh bien, que ça nous permet de le faire. On est confronté malgré tout avec la difficulté économique, et bien sûr la transmission et la valeur de cette transmission et le coût pour le jeune et quelquefois des cédants, eh bien, qui ont fait fructifier ce capital et tout le débat de la valeur économique et la valeur patrimoniale. Et vous avez évoqué tout à l'heure les aspects de revenus des agriculteurs. C'est un vrai défi qui est posé. Lorsqu'on a du revenu, on est en capacité plus facilement d'installer des jeunes. Nous avons un document assez épais qui représente tout l'enjeu, notamment de ce qu'est l'agriculture, avec toute l'ambition, notamment de l'élevage. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous avons fait le choix pour ce département et cette région de lancer un vrai plan de relance de l'élevage. Nous sommes très inquiets de la chute spectaculaire qui est en train de s'opérer depuis quelques années sur les effectifs bovins-viande, bovins-lait en particulier. D'autres résistent, notamment le secteur caprin, qui est plutôt en situation plus favorable. On a eu beaucoup d'installations sur de beaux ateliers caprins. Le secteur mouton s'est diversifié en la matière, avec également à côté de cela des élevages de volailles et de lapins. Élevage de lapins qui ont vécu des moments très difficiles avec le problème sanitaire en particulier. Donc nous avons pu mettre en place des dispositifs de vaccination avec notamment cette maladie qui a décimé des élevages. Donc on a travaillé avec vos services sur cette question. Par contre, je suis obligé, bien sûr, d'évoquer, au-delà de ce plan de relance de l'élevage, nous avons besoin, en priorité, vous avez parlé des EGA, qu'il y ait un signe qui soit donné, parce que les agriculteurs ne croient pas à toute cette ambition qui a été affichée. Nous y avons cru. On a travaillé avec les parlementaires, on a fait un vrai travail de pression à vos côtés, pour justement sur l'ambition du président de la République qui était de dire construisons le prix en partant du producteur. On a dit c'est un vrai deal qu'il faut porter. Sauf qu'aujourd'hui, et vous l'avez un peu dit tout à l'heure chez M. Carré, dans la réalité, on s'aperçoit qu'il y a une pression telle aujourd'hui qu'on n'arrive pas à faire passer les hausses. Et donc on assiste plutôt à une pression pour une baisse prix au niveau du consommateur qui pour lui peut-être qu'il n'a pas l'impression d'avoir une baisse des prix, mais la pression, et mes collègues lait et viande le savent mieux que moi, on a une difficulté majeure, donc il faut un résultat tangible là-dessus et un vrai suivi. Dans ce document, vous avez également un dossier haut, un document qui vous précise
sur une vraie stratégie pour le mandat au niveau des chambres d'agriculture 2019-2025 sur la reconquête, même si on l'a déjà fait sur la qualité, mais que l'enjeu haut, ce n'est pas simplement pour l'agriculture, mais c'est bien une approche eau potable, préservation des milieux et de l'eau pour notre agriculture, mais aussi toute l'activité économique. Donc on est vraiment avec le changement climatique et une véritable ambition là-dessus. Donc ce document est vraiment notre feuille de route que nous portons au niveau des chambres d'agriculture. Vous avez également dans les documents une situation qui a mis en évidence l'évolution de l'agriculture biologique. Il y a un focus qui est mis là-dessus, avec des éléments clés. On a un petit peu parlé tout à l'heure avec les équipements. Eh bien, la conversion de l'agriculture biologique et en accompagnement, ça s'est développé dans ce département. Et on s'aperçoit que partout où il y a une sécurisation des systèmes de production, les gens sont plus enclins à adapter leur système de production, et notamment aller vers la conversion à l'agriculture biologique. Sur les cartes, on constate que dans le secteur plutôt subventé, dans les zones d'agriculture, c'est où on a du stockage d'eau qu'on a de la conversion à l'agriculture biologique. Donc moi j'apprécie votre propos tout à l'heure en disant pas question d'opposer les systèmes, je partage. Au niveau des chambres d'agriculture, notre rôle c'est d'accompagner tous les projets, sans exception, que ce soit pour de l'export, les circuits longs, les circuits courts. À mes côtés, il y a Gaëtan Merriot, président du réseau Bienvenue à la ferme, qui a été, avec le confinement, qui ont été vraiment en pointe sur la question, et il n'empêche qu'on est dans une situation où on a ce développement parce qu'on sécurise. Par contre, pour sécuriser, il y a bien sûr l'enjeu de l'eau, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, sur ce département, ça fait 25 ans, 25 à 30 ans que nos prédécesseurs avaient lancé cette ambition de pouvoir avoir une politique de l'eau. Si nous avons réussi ce défi, et je le dis devant les élus qui sont ici, c'est qu'il y a eu un travail partagé entre les élus, l'État, avec le préfet, et la profession agricole. Nous avons pris nos responsabilités quand on faisait des pompages importants dans les nappes phréatiques. On était à une situation de non-retour. On avait même l'eau salée qui remontait dans les forages. Donc ça ne pouvait pas durer. Donc il y a eu un vrai travail qui a été engagé. Et aujourd'hui, le département, c'est 1500 exploitations irrigantes. Et les 3/4, ce sont des gens qui font de l'élevage. Il ne faut pas l'oublier, pour sécuriser les systèmes de production. Donc si j'insiste là-dessus, c'est que sur les 45 000 hectares de SAU qui sont irrigués, tout ce qui est stockage d'eau, c'est 2% du total des pluies qui tombent sur le département. 2% du total des pluies. Donc je pense que cette ambition, vous l'avez, Monsieur le Ministre, il faut la porter très fort, et dans ce plan de relance, je pense qu'il y a des points de vue d'opposition systématique en disant pas question de mettre en eau de surface. Et donc, dans ce département, si on n'avait pas fait en eau potable avec les eaux de surface, on aurait des crises majeures. On ne pourrait pas accueillir autant de touristes. Donc, il y a eu une vraie politique de l'eau que nous avons quand même réussi. Et j'ose le dire ici, ça n'a pas été aussi vrai dans nos départements voisins. Je me permets de faire ce petit commentaire au passage, même si on est sur un même bassin sensible qui s'appelle le Nara-Poitevin. Donc, on pourra vous inviter à un autre moment, Monsieur le Ministre, pour que vous veniez voir exactement toute cette politique de l'eau. Pour revenir au contexte, nous avons eu, avec le confinement, un travail majeur qui s'est fait avec des circuits courts qui se sont vraiment mobilisés. On a eu, y compris des appels du pied de la grande distribution qui voulaient que les gens qui étaient en circuit court fournissent dans la grande distribution. Ils n'y ont pas répondu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient multiplié par 3, voire par 6 leur volume. Et je pense que pendant cette situation de doute des consommateurs, la proximité est revenue à la surface. La confiance en direct. Donc, ce qu'on vient de vivre doit nous interpeller tous, qu'on soit sur les circuits courts ou les circuits longs, sur la nécessité de valoriser nos produits
de proximité. Alors bien sûr, on ne va pas faire à 5 km autour systématiquement, mais l'idée c'est que dans cette région, dans ce département, nous avons de l'agroalimentaire, nous avons de l'agroéquipement, vous en avez eu la preuve tout à l'heure, parce qu'il y a une agriculture diversifiée. Et tout ça, c'est un maillon relativement fort réparti sur l'ensemble du territoire. Et notre rôle à la Chambre d'agriculture, c'est vraiment d'accompagner tous les projets. Et tous ces projets, eh bien, il n'y a plus de projets atypiques ou quoi que ce soit. C'est des projets que l'on veut viables. Ce soit des projets économiques qui soient dans le temps. Et notre rôle, avec nos conseillers chambres, c'est vraiment, avec les jeunes agriculteurs qui définissent cette politique, de pouvoir les accompagner. Donc ça, c'était un point fort à retenir. Et puis, pour terminer dans mon propos, il y a quand même des productions qui ont été très mises à mal, assez spécifiquement. J'ai parlé du lait et de la viande, mais ça c'est structurel depuis trop longtemps. Je parlerai des productions spécifiques de notre département, canard, caille et pigeon. Ça a été, et là je remercie vraiment tous les acteurs, qu'ils soient au niveau du département, conseil départemental, mais aussi avec M. le préfet, l'État et le conseil régional, on a essayé de trouver des moyens pour accompagner dans l'urgence. Mais il ne faut pas les laisser tomber. Ce n'est pas parce que ça ne représente pas grand-chose au niveau national, mais pour des territoires, c'est majeur. C'était des sources de diversification dans les exploitations. C'est vraiment de la plus-value et de la valeur ajoutée parce qu'on a des marchés, y compris sur l'export. Donc je tenais à vous rappeler ces productions-là qui sont majeures, bien évidemment. Voilà, pour faire ce tour d'horizon assez rapide, je voulais commenter les documents qu'on vous a fournis. Merci, M. le ministre. Une autre intervention? Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est effectivement que fasse des interventions et je répondrai à tous les points ensuite. Alors, Brice Guyot, agriculteur en Vendée, agriculteur en agriculture biologique depuis plus de 19 ans aujourd'hui, en viande bovine, culture spécialisée, plantes aromatiques, et surtout président de la FDSEA, représentant un ensemble d'agriculteurs syndiqués. Si vous êtes venu ici, on vous félicite par rapport au plan de relance. L'attente vraiment des agriculteurs aujourd'hui, c'est de se dire qu'on peut relancer l'agriculture, mais d'abord, c'est le respect des agriculteurs qui est primordial. Quand je dis le respect, on va parler de l'agribashing, mais c'est même pas cela, c'est le respect de leur travail. Toute la politique qui a été mise en place au niveau des EGA, et comme Jacques Nizin l'a bien dit, nous l'avons accompagné avec vous pendant 3 ans. On a essayé de faire comprendre à nos collègues que cette politique pouvait avoir un sens et ainsi retrouver du revenu. 3 ans sont passés, et comme vous pouvez le voir dans les documents qu'on vous a fournis, le revenu des producteurs de vaches allaitantes, des producteurs de lait, n'a pas évolué sur ce département. Quand on sait que la dynamique d'installation est une de nos priorités, ça a été notre choix depuis tout le temps. On est devant un défi de renouvellement des générations, comme vous l'avez dit, où en l'espace de 5 ans, on va avoir le même nombre de départs dans les 5 prochaines années. Un changement de main de surface, mais surtout de cheptel. Donc, Monsieur le Ministre, s'il y a une chose que les agriculteurs attendent, c'est que les États généraux de l'alimentation aillent jusqu'au bout, ce qui veut dire une des choses de base, que les coûts de production soient pris en compte dans l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire, et qu'on soit aussi en phase, pas seulement avec l'attente sociétale, mais avec l'assiette du consommateur. Là où je le dis si facilement, on peut développer le bio à outrance. Je suis producteur bio depuis plus de 19 ans. J'ai connu des surproductions en bio, par exemple chez mes collègues qui sont en lait, où 40% allaient en conventionnel, c'était une catastrophe.
Donc il faut qu'on développe le bio et l'ensemble des labels en fonction de la demande sociétale, et faisons attention de ne pas être à l'inverse, parce qu'aujourd'hui en vente bovine, même en bio, on n'est pas rémunéré à notre juste valeur. Donc soyons en phase avec notre demande et surtout la demande sociétale, et non pas plus vite. Par la suite, en dehors de l'élevage, on a aussi toute la complexité, mais vous l'avez bien dit, des impasses techniques. Alors quand je dis impasses techniques, comme on l'a vécu avec les néos, chez nous, la spécificité, et Bertrand parlera beaucoup mieux que moi, la spécificité des sols chez nous, par exemple, argileux, mais aussi en fonction des outils qu'on met en place, nous mettent dans des impasses si les produits sont retirés, tel le glyphosate dans le marais, où le travail du sol n'est pas possible. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure chez Carré, c'est du travail du sol qui permet en permanence de lutter contre les adventices. Alors oui, nous partageons votre vision en disant qu'il ne faut pas que les agriculteurs soient des impasses techniques, et par contre, nous sommes pour un grand plan d'aide dans la modernisation de nos outils. Je dis, on a aujourd'hui la capacité d'avoir des outils très performants en termes de pulvérisation, par exemple, qui nous permettront de diminuer énormément la quantité de produits phytosanitaires utilisés. Et puis pour finir, par rapport à ce qu'on a vécu pendant le Covid, on a quand même vécu des filières vraiment en difficulté. J'en pense à une principalement, mais on va toutes les citer. Il y a le canard, les chevreaux, les pigeons, la viticulture. Mais chez nous, le canard est un des ateliers les plus importants en France. C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas entendu parler énormément en France, mais pour nous, c'est la moitié de la production qui se concentre en Vendée. Et aujourd'hui, heureusement, je dis heureusement, je pense à Yves, que le conseil départemental aide socialement des agriculteurs qui sont vraiment en difficulté. Heureusement, on a la conseillère régionale qui nous aide pour essayer d'avoir un PCE pour rénover, mais encore, il nous faut une aide plus importante au niveau national pour aider ces agriculteurs à rebondir et à soutenir pendant tout un moment. Et je prends juste le chevreau. Quand vous savez que l'ensemble des chevreaux ont été congelés durant la période Covid, si aujourd'hui on ne trouve pas des solutions, demain matin, on met aussi en péril la filière laitière caprine qui pour l'instant se passe bien. Voilà. Très bien. Bonjour Monsieur le Ministre, Monsieur le Préfet, bonjour tout le monde. Merci d'être venu en Vendée et bienvenue en Vendée. Je suis Jordan Manchot, donc agriculteur sur la commune d'Éville-sur-Boulogne, sur un GAEC, à 3 associés avec mes parents et un salarié, en production de viande bovine, volaille de chair et céréales en agriculture de conservation des sols. Pour notre part, nous les jeunes agriculteurs, on est ravis que dans votre plan blanc, vous ayez pensé à l'installation et aussi à la transmission. En Vendée, vous avez les chiffres d'un document que l'on vous a relu. On arrive aujourd'hui à installer 200 jeunes par an. Une grosse partie avec le dispositif à l'installation aidée, et on en est fiers et on souhaite le maintenir et le renforcer. Parce que même si on n'arrive pas à renouveler tous les départs en retraite, on voit une progression des installations avec plus de 20% cette année. Et on a un très bon retour des jeunes qui s'installent avec les aides. 99% des jeunes installés avec les aides sont encore présents 5 ans après leur installation. Et donc on est relativement satisfait de ce dispositif via les chambres de l'agriculture, qui sont pour nous un moyen d'installer des jeunes dans des structures viables, vivables et transmissibles. Donc 3 valeurs auxquelles on est très cher et qui vont fait poursuivre et aller même plus loin, comme le dit Joël, avec la chambre d'agriculture, être source de propositions pour un vrai plan à la transmission, pour aider les cédants à transmettre leur exploitation, parce qu'on peut voir qu'on a régulièrement un décalage entre les générations. Il faut soutenir, aider les cédants à transmettre à des jeunes par des aides fiscales, on a plein de propositions à vous faire et j'espère qu'on pourra vous les faire. Mais pour nous, jeunes agriculteurs, l'installation de renouvellement des générations, ça passera par 2 autres points. Et chez nous, on vient parler d'écosystème, c'est-à-dire que l'un ne pourra pas aller sans l'autre.
Premier point, en plus du renouvellement de génération, ce sera la juste rémunération des agriculteurs. Parce qu'un agriculteur qui a bien gagné sa vie, ou qui arrive à vivre de son métier toute sa vie, aura envie de transmettre et de soutenir un jeune pour son installation. Cette juste rémunération, elle est possible sur notre département. On a créé aujourd'hui des dispositifs qui permettent, on a l'école qui permettent d'avoir des filières qui vivent de leur métier. Et on fait du coup les divulguer et les renforcer. Et cette juste rémunération, c'est important pour maintenir une activité sur notre territoire, maintenir des agriculteurs, qui permet d'avoir en Vendée le bocage vendéen, qui permet d'avoir ce bocage qui permet, ce paysage qui permet d'attirer aussi de nombreux touristes et de faire une économie parallèle dans nos communes. Et donc ça, il sera important parce que s'il n'y a pas d'installation, il n'y aura pas d'activité dans nos communes rurales. Ce sera aussi la juste rémunération un moyen d'avoir une souveraineté alimentaire. On a été mis en avant durant la période du Covid. Je trouve qu'on nous oublie peut-être un peu vite. On espère pouvoir rester, on va dire, dans la mémoire de nos concitoyens. Et donc, le troisième point de notre écosystème, ce sera bien sûr la communication. Communication positive pour lutter contre ces agrégation. Communication positive vis-à-vis du grand public. Et nous, en Vendée, les jeunes agriculteurs, tous les ans, on organise la fête départementale de l'agriculture, la plus grande fête agricole en plein air de France, où on est fiers d'accueillir minimum 50 000 personnes sur un week-end, qui donne une vitrine juste, réelle et transparente aux consommateurs de ce que c'est l'agriculture sur un territoire. Et on souhaite vraiment la faire perdurer. Malheureusement, cette année, avec le contexte sanitaire, il va falloir la reporter l'année prochaine. On espère que cela se passera bien. En tout cas, on vous invite à venir l'été prochain, au mois d'août, à notre fête départementale de l'agriculture. Donc, communication positive vis-à-vis du grand public, il est important pour rassurer les consommateurs, garder le lien. Nous, on n'a pas peur, dans nos réseaux, jeunes agriculteurs, d'ouvrir notre ferme, d'être transparent avec le consommateur et donc de pallier, ou du moins de tenir tête à toutes ces associations qui aujourd'hui n'y connaissent rien. Je pense qu'on ne peut pas être ennemi de l'agriculture, c'est pas possible. Parce que tout le monde est content d'avoir à manger dans son assiette tous les jours. Je pense que souvent c'est de la méconnaissance, et donc nous on est prêts à expliquer notre métier. Et pour pallier aussi au renouvellement des générations, il sera important d'avoir de la communication positive et de la communication réelle aussi dans nos écoles, du plus petit âge jusqu'au plus grand. Nous sommes prêts, nous, agriculteurs, et nous l'avons fait cette année, et je remercie le conseil départemental qui nous a accompagnés sur cette démarche, dans l'élaboration d'un cahier d'activité qui a été remis à 18 000 enfants, donc les enfants en CM1, qui est téléchargeable sur les réseaux sociaux. C'est le ministre, si vous voulez le télécharger, je vous invite à aller le voir. Un cahier d'activité qui explique juste ce que c'est que le métier d'agriculteur et les variantes du métier d'agriculteur entre l'environnement, entre la partie élevage, la partie territoire. Donc, je vous invite à le télécharger. Et cette communication positive dans les écoles, on souhaite également continuer de la faire dans des visites, dans des marchés de producteurs. On l'a fait donc cette année, on organise un plan de communication qui s'appelle les Fêtes de l'agriculture FAITES, où, le temps d'une journée, on organise des petites rencontres entre agriculteurs et concitoyens. Donc voilà, c'est notre écosystème que l'on souhaite mettre en place. Voilà, on vous invite, si vous le souhaitez, à venir nous rencontrer et on pourra échanger tout ça avec vous. Monsieur Pavageau, peut-être? Bonjour, monsieur le ministre. Daniel Pavageau, agriculteur à Montélimar en Vendée. Je suis troisième type de culture et producteur de viande bovine. Alors actuellement, je suis très inquiet au niveau de la relève. Parce que dans notre commune, à la Brissière, on produisait 15 millions d'huiles de lait. Là, il y a 3 millions d'huiles de lait qui vont tomber. 3 fermes qui a une ferme qui avait un groupe total de 500 000 litres. Ils étaient 6, il y en a 2 qui partent à la retraite. C'était bien prévu que normalement il y a des jeunes qui prenaient la relève, mais ils ne prennent pas. 2, à cause de la situation financière qui quitte le navire, et les 2 autres qui vont se retrouver en culture. Alors donc, je pense qu'il y aura des soucis de trésorerie, des gros soucis de trésorerie. Et puis, donc, ça va nous faire 3 millions de lait en moins dans la commune. Je pense que dans les 5 ans qui viennent, ça nous fera encore 400 millions de litres de lait en moins, vu la relève et le nombre de qui vont rentrer. Donc nous, la coordination rurale, on a toujours été sur, c'était créé en 92,
des prix par des prix, il fallait des prix. On a toujours été pour des prix. Si aujourd'hui on n'a pas de prix, on n'aura plus d'agriculteurs dans 10 ans, on n'aura plus d'éleveurs. Quand je vois que la filière lapin, on parle de la filière lapin ou de la filière canard, rien que l'année dernière, on incitait des jeunes à s'installer au canard. On n'avait aucune vue sur l'avenir. Aujourd'hui, on a plein de crises de canard. Maintenant, il faut colmater les brèches. Il ne fallait pas les faire investir. Pour les lapins, c'est exactement pareil au niveau de la canette. La canette, elle a fait monter, je ne sais pas combien de bâtiments à lapin, les autres maintenant sont sur la taille. Donc il faut quand même regarder un recul sur l'avenir. Ce qui est pour les méthaniseurs, c'est exactement pareil. On n'a pas de recul sur les terres. Actuellement, on s'aperçoit que des terres à terre de matière organique, une dose inimaginable dans le centre de la France, on s'aperçoit aussi qu'il y a une baisse de la pluviométrie. Est-ce que ce n'est pas la matière organique des sols qui sont là? Parce qu'on a moins de problèmes de pluviométrie en Bretagne. En Bretagne, ils importent la matière organique. Là-bas, ils l'exportent. Donc il faut absolument garder le glyphosate pour garder la matière organique dans le sol, pour éviter le la boue, pour faire la politique de conservation. Ensuite, on a aussi bien entendu pour la réserve d'eau. Il faut au maximum garder les réserves d'eau. Je pense que la Fédération nationale de l'environnement, elle a peut-être son mot à dire, mais pas. On peut juste un petit peu écouter, il est primordial que les éleveurs qui aient au moins l'assurance récolte. L'assurance récolte, c'est de récolter le maximum de fourrage, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de la France, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver en difficulté financière. Donc l'élevage en France, il va baisser, je pense, de 7% cette année. Le nombre de vaches à l'étang va diminuer d'une manière considérable. On a 53 en moyenne. Alors la politique des prix le plus vite possible, si vous voulez qu'on garde les agriculteurs. Tout à l'heure, je discutais avec mes collègues céréaliers. Ils vendent du blé bio à 500 € la tonne. Nous, on vend 150 € la tonne. Et le prix de la baguette, il n'est pas plus cher en bio. Donc un petit peu plus cher sur le prix du lait, un petit peu plus cher sur la viande. Les consommateurs auront moins de problèmes, pas plus de problèmes, et nous, nos trésoreries s'amélioreront et on pourra installer des jeunes. Voilà la proposition de la coordination rurale. Merci. Merci. Pascal Sachot pour la Confédération paysanne. Bonjour. Pascal Sachot, porte-parole de la Fédération paysanne de Vendée. Je suis éleveur sur les collines vendéennes, kilomètres d'ici, producteur de viande bovine, un petit peu de céréales sur mon exploitation. J'ai beaucoup de haies, je fais de l'agroécologie. Je suis en transition depuis une vingtaine d'années sur mon exploitation et cela grâce à la CIVAM de Vendée qui a développé depuis 30 ans les systèmes herbagers en Vendée. Donc, au regard des enseignements de la crise et de l'explosion de la précarité alimentaire, l'enjeu agricole et alimentaire aurait nécessité plus qu'un aussi maigre pourcentage sur l'enveloppe des 100 milliards d'euros et exiger la refonte de la politique agricole et alimentaire. Ce plan de relance était une opportunité pour réorienter les systèmes agricoles et alimentaires, secteur indispensable au bon fonctionnement de nos sociétés. Au lieu de cela, la transition agricole et alimentaire ne bénéficiera que de saupoudrage, sans réelle impulsion sociale et écologique. Si les grands objectifs comme la souveraineté alimentaire et l'installation de transmission sont bien cités, et ce qui est important pour la Vendée qui perd plus de 200 agriculteurs par an, une politique de soutien et d'accompagnement massif des paysans pourrait faire évoluer en profondeur notre agriculture, mais cela va être difficile. L'insuffisance des moyens et la logique d'appel à projet ne constitueront que des coups de pouce éparses, ce qui ne fait pas une politique publique à la hauteur de l'urgence sociale et écologique et alimentaire. Si le ciblage des financements en direction des PAT, des filières territoriales, des abattoirs mobiles et des proximités est une bonne chose, le soutien à la certification HGE et un recyclage de l'agriculture raisonnée laisse craindre que ces enveloppes ne soient pas entièrement dédiées à une véritable agroécologie qui constitue la réponse aux enjeux d'aujourd'hui. La HGE n'est pas à la hauteur des enjeux de préservation de la biodiversité et même parfois néfaste et incohérent. Il est même incohérent de la mettre à la hauteur de l'agriculture biologique.
Rechercher la souveraineté alimentaire, objectif reconnu prioritaire pour notre agriculture, passe par une sécurisation de revenus paysans, par une rupture avec le modèle libéral favorable à l'agribusiness et par une réelle implication des citoyens et citoyennes pour décider collectivement avec les paysans de l'avenir de notre modèle agricole et alimentaire. Donc si le gouvernement ne revient pas sur sa politique de libre-échange et n'accompagne pas ce plan de mesures de protection via la maîtrise et la régulation des marchés et du volume, il sera sans effet, car sans politique de rupture, comme demandé dans notre plan protéger, installer et socialiser, les effets ne seront que marginaux sur les dynamiques territoriales, sur la valorisation du travail paysan et sur l'accessibilité à l'alimentation locale et de qualité pour tous et toutes. La priorité du plan de relance aurait dû être, pour moi, la mise en place de prix rémunérateurs, comme ça a déjà été dit, pour les producteurs, qui est la seule option pour permettre une évolution vers un modèle plus résilient. La seconde priorité est l'installation des paysans, ce qui a déjà aussi été dit, qui est le seul garant de la prise en compte des enjeux environnementaux et de biodiversité. Pour moi, il n'y a pas de paysage sans paysans. Et dans ma présentation, j'ai oublié de dire que mon exploitation il y a 30 ans était très intensive. J'ai remis en cause le modèle de mon père, qui était basé sur l'irrigation. Et aujourd'hui, je n'ai plus sur mon exploitation. Je passe la parole à François Prignot au sujet des abattages et de proximité. Rapidement. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur César. François Prignot, agriculteur dans mon Vendée, en production de vaches à l'élan, en bio depuis 22 ans, en Gaël. Juste un focus par rapport à l'agrobiologie et par rapport à l'avantage de la ferme que je voulais faire. Aujourd'hui, on parle pas de relance, on parle d'agrobiologie, de transition, de relocalisation, on se réjouit. La PAC, notamment la Commission européenne, a objectivé 25% de surface en bio à l'homme 2030. C'est extrêmement bien ambitieux et je m'en réjouis. Maintenant, il faut mettre en place effectivement les moyens pour permettre d'atteindre cet objectif. Et dans ce traité de l'agrobiologie, il y a vraiment une vraie source d'innovation. D'un point de vue technique, d'un point de vue certes de commercialisation aussi. On a vraiment de l'innovation à tout niveau. La demande est extrêmement forte. Elle croît sans cesse depuis 20 ans davantage, même depuis ces dernières années. Donc aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ça. C'est une vraie réponse à la demande sociétale que d'aller en ce sens-là. Et si la Commission européenne doit objectiver à ce moment-là, c'est pas par hasard, c'est bien qu'elle sait, qu'on sait aujourd'hui l'efficacité sur l'ensemble des points environnementaux, de l'eau, de la biodiversité, de qualité et sécurité alimentaire. Sans ça, on n'aurait pas mis ces objectifs. Bon voilà, maintenant, aujourd'hui, il faut accompagner cette agriculture-là au niveau des filières, au niveau de l'installation et de conversion, au niveau des structures aussi qui accompagnent la bio, parce qu'il faut accompagner beaucoup d'agriculteurs pour faire l'installation et la conversion, et au niveau des producteurs, puisqu'aujourd'hui, l'aide au maintien est, en certaines régions comme dans d'autres, arrêtée, et c'était la seule et unique reconnaissance existante pour la bio. Je dis bien la seule, parce que je considère que la conversion est une aide au système conventionnel pour évoluer leur système. Donc l'aide au maintien, c'est une reconnaissance, il y a la seule petite aide, petite, parce qu'elle était pas connue de toute façon, existante chez nous et n'existe plus. Donc voilà, il faudra prendre les mesures qui aillent dans ce sens-là pour qu'on puisse atteindre des objectifs et on s'en réjouira. Deuxième petit focus sur l'abattage de la ferme. C'était l'ordre du jour, pendant l'instant, c'était presque dispensé. Je vais quand même faire un petit point dessus. Il y a de nombreux projets en France. Il y en a une trentaine environ, dans différentes formes, soit l'abattage à la ferme, soit l'abattage à la petite unité, par reprise, par création, peu importe, différents modèles. Il y a deux, trois points qu'il va falloir éclaircir quand même, notamment sur la partie financement et réglementaire. Je vais faire juste le cours pour la partie financement. Il y a un niveau d'accès des aides qui est pour des projets de 1 million d'euros. Beaucoup de projets sont en deçà des millions, donc ils sont déjà évincés de fait des principaux financements nationaux. Deuxième point, il faut que ces financements soient aussi accessibles à des projets non agréés, puisque l'agrément en général, on va l'obtenir pendant le processus de création. Mais si d'emblée, tant que l'agrément n'est pas accordé, on n'accorde pas non plus les financements, on tourne en rond pendant très longtemps. Donc il faut que les financements soient possibles
pour des projets potentiellement agréés. Et que les financements, bien sûr, soient sur l'investissement, mais aussi sur l'accompagnement, parce que pour monter un abattage à ferme, ou un abattage de petite fois, petite dimension, ça demande un très beau travail de collaboration et voilà, auprès des éleveurs, auprès des services sanitaires, auprès des essais techniques. Donc il y a un gros travail en amont. Nous avons un projet ici, et j'y viens maintenant. Et puis, le dernier point dans le système réglementaire, il faut aussi que l'État s'engage, c'est extrêmement important, à assurer des contrôles entiers et post-mortels des animaux pour tout projet, quel qu'il soit, de petite ou moyenne dimension. Voilà. Ça, c'est un point essentiel, parce qu'aujourd'hui, l'État assure ces contrôles-là. Donc, on demande l'équité des traitements pour l'ensemble des modèles d'abattage pour les contrôles entiers et post-mortels. Et donc là, nous avons aujourd'hui un projet sur le sud de Loire-Atlantique, et qui concerne aussi la moitié nord de la Vendée, puisqu'on a un accord qui s'est arrêté il y a 2 ans maintenant bientôt. Il y a un projet voilà, qui est vraiment pour cohésion de faire naître un projet d'éleveur, relocaliser la production, puisque par définition, c'est un projet d'abattage de la ferme, qui est un modèle de caisson, et il n'y a pas plus que ça pour relocaliser, puisque les animaux ne peuvent pas provenir de plus de 50 ou 60 km de l'unité d'une sorte de caisse. Donc on ne peut pas faire plus local que ça. Voilà. Et ce sera aussi un projet essentiel pour retrouver une vraie plus-value sur le produit, c'est-à-dire sur la viande bovine ou autres espèces, puisque c'est un projet multi-espèces. Merci, monsieur le ministre. On va prendre un dernier témoignage sur la filière canard et puis après on laisse le ministre répondre. Bonjour Monsieur le Ministre, Eric Coutan, donc éleveur de l'Argus, juste à côté. Voilà, éleveur de canard, de volaille en général, de brebis, et nous sommes 2 associés, je leur dis, parce qu'en fait l'agriculture romaine, c'est souvent aussi des formes sociétaires. On a de la diversification dans nos exploitations, et on a fait le choix des hommes. Donc ça a beaucoup d'importance, notamment dans les quand on va essayer de théoriser les aides. Faire attention aux questions autour de la spécialisation, de vous dire qu'en fait la filière canard traverse vraiment une très grosse tempête depuis le Covid. Donc certes la filière était déjà structurellement un peu en difficulté un petit peu avant. Le Covid faisant fermeture des restaurations, en fait le canard se consomme énormément dans les restaurations. Fermeture aussi des marchés à l'export, pays du Nord, sur une viande qui est quand même prisée, parce que la viande de canard en Vendée, mais dans la région de Pays de Loire, c'est quand même, c'est pas du Pékin, mais c'est du barbarie, c'est une espèce plutôt sauvage, plutôt avec un temps d'élevage long, donc forcément qui coûte un peu plus cher. Donc il y a aussi la compétition avec celle du Pékin qui est bien présente. Moralité, aujourd'hui, en fait, la production a diminué de 25%. C'est un sujet très régional, près de 400 éleveurs dans la région de Pays de Loire, la moitié en Vendée. Donc si c'est un sujet régional, vous avez compris que c'est un sujet très vendéen ici. Et que en fait ça met en difficulté tous ces éleveurs-là. Aujourd'hui, il y a un stock à peu près de 5000 tonnes. Voilà. Le stock a enflé jusqu'à 15 juillet. Les mises en place se sont réduites fortement. Donc le stock commence à arrêter de remplir les frigos. On voit que tout ça se rectifie. Malgré tout, on est bien du moins 25% de mise en place chez les éleveurs. On pense qu'il y en a au moins pour un an 100 nouveaux effets sur le Covid ou autre sur la restauration. Et tout ça pour vous dire que en fait derrière il y a les éleveurs qui sont en difficulté avec des allongements de vie sanitaire. Un vie sanitaire c'est en moyenne 3 semaines. Aujourd'hui on va jusqu'à 12 semaines, 16 semaines. C'est-à-dire qu'il y a des gens en fin d'année qui vont arrêter. Donc il y a urgence à soutenir ces éleveurs-là, parce que globalement la filière en a besoin, parce que quand on est producteur de canard, on peut aussi parfois faire un peu de poulet ou autre. En fait, on a fait le choix de s'attaquer à un plan de modernisation pour aider ces éleveurs-là à se diversifier dans leur production.
donc avec des tas de moyens techniques. Donc il y a un premier sujet qui est là, mais malgré tout, on voit bien que ça ne le fait pas. On a fait un certain nombre de demandes, donc il y a, effectivement, ça a été évoqué par Joël tout à l'heure auprès du conseil départemental, un peu de soutien par le conseil départemental. Il y a des fonds de solidarité au niveau régional et au niveau national. Moi, je redis ce que j'ai dit depuis le mois de juin, c'est des usines à gaz dans lesquelles les agriculteurs ont du mal à trouver comment y marcher à ces fonds-là. Donc il faut simplifier énormément ces mécanismes-là. On a fait une autre demande au niveau national, c'est celle du fonds FAC. Le fonds FAC, c'était un fonds qu'on a activé à plusieurs reprises déjà pendant les crises, lait, par exemple, volaille, j'ai déjà eu, influenza, etc. Donc il faut qu'on arrive de déclencher vraiment toutes ces actions-là les unes vers les autres. Et surtout, l'attente, c'est vraiment renforcer la question de l'aide sanitaire pour aider ces agriculteurs à passer le cap. Alors je ne rentre pas dans tout le détail de ce qu'elle pouvait demander, parce que sinon on ne va pas y arriver, mais la CFA vous a envoyé un courrier, monsieur le ministre, le 15 juillet, avec en fait tout le train de demandes qui nous semble judicieux à mettre en œuvre pour aider à passer le cap. Il y a une grande attente de notre part, évidemment, des réponses concrètes, pour faire en sorte qu'on arrive à faire passer le cap à tous nos collègues qui sont vraiment en difficulté. Il faut dire rapidement que la filière poulet derrière s'est adressée parce qu'elle était quand même lourdement secouée sur la question du Covid aussi, donc à reprendre petit à petit sa place. Je rappelle un petit peu en lien de ce qui a été dit tout à l'heure, 100 poulets consommés en France, 1 à 2 en agriculture biologique, 20 à 30 filières qualité, tout le reste, ça fait à peu près 70 poulets, c'est le poulet dit standard, 60 à 70 poulets. Et le drame dans tout ça, c'est qu'on nous demande effectivement la montée en gamme de tous nos produits, hein, et que parallèlement, sur les 70 poulets, on voit l'importation qui progresse tout le temps, c'est-à-dire qu'on perd des parts de marché au quotidien. Donc j'en profite pour passer ce message-là, sachant que le message le plus urgent, évidemment, c'est le soutien à la filière canard. Merci. Merci beaucoup. Alors, plusieurs points, simplement répondre évidemment, mesdames et messieurs les députés ou élus, si vous avez des points à rajouter, compléter ou D'abord, je voudrais vous remercier pour les différents propos que vous avez tenus et pour les remontées locales. C'est sûr que parfois, il y a des visions différentes. Je prends bonne note du communiqué de la conf paysanne dont j'avais déjà pris connaissance. Et c'est tout à fait normal d'avoir des visions différentes. Moi, ma vision, c'est une vision de souveraineté et d'indépendance. L'agroécologie est un moyen d'atteindre cette souveraineté, cette indépendance. L'agroécologie est un moyen. Une vision, c'est un objectif. L'objectif, c'est la souveraineté et l'indépendance. Et notamment l'indépendance, parce que vous allez être du changement climatique, une plus grande indépendance, et notamment une plus grande indépendance face à ce qu'on pourrait avoir de plus impactant pour soi-même, c'est-à-dire des aliments qui n'auraient pas la qualité suffisante ou qui, du fait de leur qualité, auraient un impact sur notre santé, puisque notre alimentation, c'est définitivement l'un des éléments les plus importants d'un point de vue nutritionnel et sanitaire. Et je pense d'ailleurs qu'on nous dit trop souvent ce fait-là. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai regardé toujours avec beaucoup d'étonnement lorsqu'il y a des débats pour savoir si le ministère de l'Agriculture devait être ou pas rattaché au ministère de l'Écologie. Je suis toujours très étonné que personne ne dise, en fait, si jamais il avait dû être rattaché à un ministère, ça aurait peut-être fait beaucoup plus sens que ce soit au ministère de la Santé. Enfin, je suis absolument convaincu qu'il faut le laisser autonome de faire l'appel
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on oublie trop souvent dans le débat, et c'est aussi un des moyens, je pense, de réconcilier les Français avec, non pas leurs agriculteurs, parce qu'ils aiment les agriculteurs, mais avec une partie de leurs agricultures, c'est de montrer que la meilleure chose d'un point de vue de santé, mais aussi d'ailleurs économique, mais aussi évidemment de manière écologique, c'est de manger des produits frais français. Alors après, ça fait qu'on peut avoir des sujets sur lesquels on n'est pas totalement en phase. Quand on rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à la conf, c'est vrai par exemple que vis-à-vis d'un certain nombre de produits, il y a parfois une agroécologie qui vient elle-même se contredire. Et je ne dis pas que c'est mal, mais c'est une réalité. C'est la question de l'utilisation des phytos d'un côté, par exemple, mais quid quand il s'agit d'une agriculture de conservation de l'autre. Ce qui veut dire que l'agriculture de conservation, qui n'est pas suffisamment perçue comme étant une agriculture extrêmement bénéfique pour l'environnement, puisque c'est elle qui capte le carbone, moi je suis un profond convaincu du sol, comme je vous le disais en introduction. Dès lors que vous labourez, vous n'avez plus ce rôle de conservation du sol. Et aujourd'hui, c'est quand même très très compliqué de faire de l'agriculture de conservation en labourant. Je suis pas sûr que quelqu'un ait déjà trouvé la solution. Et donc en fait, vous voyez, on arrive avec une double injonction, une en se disant qu'il faut qu'on lutte contre les causes cette fois-ci du changement climatique, et l'agriculture, on a un rôle hyper positif à jouer. Ce que les Français ne savent pas suffisamment. On a l'impression qu'on impacte. Enfin, quand vous prenez le changement climatique, notre gestion du sol fait un effet extrêmement bénéfique, notamment dans l'agriculture de conservation. Mais de l'autre côté, c'est un autre impact écologique, qui est le sujet de la biodiversité. Et parfois, les deux viennent frontalement. Et au rôle du politique, et de manière générale, moi je pense, je fais référence à ce que je disais sur la temporalité, de l'action publique, c'est de se dire, mais quel est l'objectif? Quand un jeune, aujourd'hui, on lui disait, il y a 10 ans, 20 ans, tu as un rôle à jouer pour la société, c'est de capter du carbone dans ton sol, et qu'aujourd'hui, on lui dit, ce qu'il faut que tu fasses, c'est arrêter tous les produits phyto, et notamment le glypho, et donc labourer, on en vient à des contradictions. Et encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur sur cette contradiction, parce que les deux finalités sont deux finalités extrêmement importantes. Après, il faut avoir l'humilité de reconnaître que les deux finalités viennent se percuter, y compris quand ces deux finalités sont 100% écologiques. Deuxième exemple, ce que j'ai proposé sur l'industrie pétrolière. Ça ne concerne pas ici, mais ça concerne pas très loin d'ici. Aujourd'hui, quand nous allons, on n'a pas d'alternative. Elle n'existe pas d'alternative. Après, on peut se demander comment ça se fait que depuis 4 ans, on sait qu'on arrive à cette échéance, on n'est pas réussi à trouver d'alternative. C'est une autre question. Mais on n'a pas d'alternative. Et donc, la question qui m'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait? L'industrie pétrolière, elle a une particularité, c'est qu'elle dépend d'une industrie que sont les sucreries. Et cet été, au moment de l'assolement, il n'y a pas un betteravier normalement constitué qui dit « moi je reprends le risque, et donc je replante, donc je mets dans mon assolement à venir en mars prochain ». Et donc l'été prochain, l'automne prochain, on arrive dans une situation où en fait il n'y a plus d'intrants dans les sucreries. L'hiver d'après, les sucreries, comme on dit, ne passeront pas l'hiver, c'est qu'elles vont fermer du fait d'aucun intrant. Et alors là, bon courage une fois que les sucreries vont fermer. Dit autrement, en 2 ans, on peut ruiner une filière. Ça représente 46 000 emplois, et aujourd'hui la France est leader européen. Et là vous êtes face à une décision compliquée, parce que évidemment que les néonies ont un impact sur l'environnement, même si on n'évalue pas forcément l'impact de l'environnement de tous les autres produits phyto de substitution qui sont aujourd'hui présents aussi, et qu'on fait en masse, parce que précisément ils ne marchent pas, et donc impact et nombreuses conséquences. Mais surtout, le principe de souveraineté et d'indépendance, c'est lui qui restera là tout seul, il m'impose un point. C'est que demain, si on ne fait rien, mes enfants, qui je pense pouvoir dire dans 2 ans continueront à manger du sucre, comme à peu près tous les enfants et toutes les personnes dans notre pays, n'auront de choix que du sucre belge, polonais ou allemand. Et là, on a un principe pareil
de souveraineté et d'indépendance. Et c'est pour ça que moi je dis, dans les visions qui peuvent nous opposer, il ne faut jamais oublier quel est notre objectif final. Pour moi, c'est la souveraineté et l'indépendance, et l'agroécologie en est un des moyens extrêmement importants, mais en est un des moyens. Après, il y a des sujets de fond qui nous rassemblent totalement. Moi, je pense que le sujet du prix, et je l'ai dit en introduction avant que vous me disiez, le sujet du prix, c'est la mère des batailles. Pourquoi? Parce que toutes les transitions qui aujourd'hui nous sont posées, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'élevage, ce qui n'est pas dit dans le débat public, c'est qu'une transition, ça a un coût. Et donc, en fait, on a ce dilemme français, très français d'ailleurs, je pense, qui est de se dire, je donne une injonction, je veux plus de. Mais par contre, même au moment où j'ai donné cette injonction, je n'accepte pas de payer pour l'injonction que j'ai donnée. Et donc ensuite, c'est la théorie du mistigris, c'est-à-dire consommateur, il se retourne vers la grande distrie, il dit à la grande distrie, je te passe le mistigris, je veux que, mais je ne veux pas payer plus. La grande distrie se retourne vers le transformateur, il passe le mistigris, et le transformateur se retourne vers l'agriculteur, l'agriculteur lui passe le mistigris, et l'agriculteur se retourne, et en fait, il n'y a personne à qui passer ce mistigris. Sauf éventuellement à la jeune génération, ce qui est encore pire. Et c'est ça la difficulté. Donc le prix, ça doit rester la même bataille parce que c'est précisément le prix qui va nous permettre de faire la transition et pas uniquement la transition qui va nous permettre de faire augmenter le prix, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur la comparaison du prix bio-papier. Donc face à ça, la grande difficulté, c'est qu'il n'y a pas une baguette magique. Moi, ce dont vous pouvez être sûr, c'est qu'avec mes amis députés ici, que ce soit Pierre, Martine, Philippe, Stéphane tout à l'heure, on va se battre à fond, alors sur plusieurs points. D'abord, il faut laisser, c'est intolérance, c'est impunité qui doit être combattue en tout temps. Quand je vois cet été encore des prix, des bascottes à 6,95 € le kilo, c'est un coup. Des drapeaux français marqués, en fait, juste en dessous du drapeau, il y a marqué laboureux. Et il n'y a pas 1 kilogramme, c'est pas que c'est 1 kilogramme, c'est qu'il n'y a pas 1 centigramme de viande française ou même européenne. Donc la première chose, c'est que quand je recense tous ces trucs, à chaque fois je fais un joli courrier à mes amis de Bercy pour leur demander d'ouvrir des enquêtes. Et je vais le systématiser pour montrer que cette impunité, elle ne peut exister. Deuxième élément, Egalim a marché en un sens qui est que ça a quand même changé un état d'esprit. Et parfois, il y a même des conditions de travail qui se sont quand même très largement améliorées. Il y a eu un petit effet sur le lait. Globalement, à l'échelle du pays, le côté inflationné sur le lait est à hauteur de 1%. Ça reste très limité. Enfin, on n'est pas dans la déflation, alors que de manière générale, dans toutes les autres produits, notamment viande, on est toujours dans la déflation. Et donc, il faut absolument que nous, avec les députés, on se batte pour faire en sorte que la loi Egalim, dans sa totalité, soit appliquée. C'est quoi la grande difficulté en vrai de la loi Egalim? Elle est double, et on le sait bien. Il y en a une qui dépend de nous et une qui dépend de nous. Celle qui dépend de nous, c'est qu'en fait, la loi Egalim, elle n'administre pas les prix. Elle dit, on prend un repère, qui est cette structuration des coûts. Ce repère peut devenir obligatoire si l'interpro c'est donner moyen de le faire. Et en fait, c'est sur la base de ça qu'il faut que les négociations commerciales se fassent. Et les négos commerciales, elles restent une négo commerciale, c'est-à-dire c'est pas l'État qui fixe le prix in fine. Et d'ailleurs, ça ne marcherait pas si c'était nous qui fixerions le prix. Et puis le deuxième élément, ça reste quand même l'organisation professionnelle, l'organisation des producteurs face d'abord aux distributeurs et ensuite aux consommateurs. Et on sait que cette organisation-là, dans des secteurs, elle est quand même beaucoup plus avancée que dans d'autres. Donc il faut y aller à fond. Vraiment. Et je le dis moi en toute humilité et transparence, je pense qu'on n'y est pas du tout encore. Donc on a beaucoup de boulot là-dessus. Le troisième point sur le prix, ça reste l'information du consommateur. Le vrai problème, c'est qu'un poulet, il n'y a rien de plus qui lui ressemble qu'un autre poulet. Et donc, quand vous prenez un poulet brésilien ou un bon poulet français, qui plus est s'il est rôti qui sort de la rôtisserie du supermarché, vous avez quand même vachement de mal à faire la différence. Là où dans une bagnole, entre une Renault
espèces et nos organes, on voit tout de suite la différence. Et donc on a quand même véritablement un travail énorme continuer à faire auprès du consommateur en disant mais mangez des produits frais français, non pas pour nous faire plaisir, non pas par chauvinisme, mais pour vous, pour votre santé. Et je pense que c'est ça qu'il nous faut prendre. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il faut le faire d'une manière où on n'en est pas à réinventer un 126e label ou je ne sais, mais de le faire sur un côté français. Il y en a qui ont ici, c'est les pêcheurs. Regardez, les pêcheurs, il n'y a pas de label. Il y a un truc qui s'appelle Pavillon France. Ça a vachement bien marché. Et c'est d'ailleurs un truc que eux-mêmes ont organisé. Et ensuite, sur le prix, on a évidemment tout ce qu'on doit faire avec une extrême vigilance dans les négociations commerciales, avec tout le travail qu'on a fait, on a un peu des suivis, je vous passe les détails, etc. Mais bref, on avance. Ça, pour moi, c'est un enjeu fondamental qu'on va poursuivre. Le deuxième sujet fondamental au consensus, c'est la question des transitions. Alors, il y a la transition agroécologique, je ne reviens pas dessus, j'en ai parlé, moi je suis convaincu que le plan de relance qu'on a lancé, il ne satisfait pas tout le monde, c'est 1,2 milliard sur 100 milliards, enfin, la question c'est que ce que vous pourriez dire aussi, ce que vous pourriez faire, c'est recenser tous les secteurs d'activité qui juste ne sont pas dans le plan de relance. Pourquoi? Parce que le plan de relance, 80% du plan de relance, c'est des mesures transversales. Par contre, il y a en plus des mesures transversales, je veux dire, si demain vous embauchez un apprenti, d'ailleurs je pense que c'est un énorme défi, il faut le faire savoir, un apprenti demain, si vous l'embauchez, s'il a plus de 18 ans, vous avez 8 000 € d'aide, c'est-à-dire qu'en première année, il ne vous coûte rien. Et ça, c'est une mesure transversale qui concerne tout le monde. Et il y a toutes ces mesures transversales, mais en plus, on a obtenu d'avoir ce volet-là pour accélérer cette transition. Et pourquoi moi je voulais absolument l'avoir? Précisément pour cette injonction qui aujourd'hui nous met dans le mur, c'est-à-dire le consommateur demande A, mais en même temps n'est pas prêt à payer pour. Et donc face à ça, si à un moment donné la puissance publique n'intervient pas en disant bon, moi je vous aide à financer l'agroéquipement ou à financer par exemple la rénovation de l'abattoir, ça ne peut pas marcher. Pour répondre d'ailleurs à la question, à votre remarque sur les abattoirs mobiles, dans la ligne de financement des abattoirs, c'est à peu près 130 millions d'euros et on inclut bien les abattoirs mobiles. Donc je suis prêt à ce qu'on échange sur le projet en question. Et donc ça, le plan de relance, c'est d'accélérer cette transition face à cette dynamique-là. Et puis dans les transitions, il y a une transition qui alors on pourra en parler des heures, mais qui est sur la question du bien-être animal, que ce soit dans l'écologie du bien-être animal, on en arrive à des situations totalement inacceptables à certains égards, une propriété privée. Une propriété privée est une propriété privée. Personne n'a le droit d'y rentrer, si ce n'est les services enquêteurs ou de contrôle de l'État quand ils sont habilités à le faire. Surtout quand c'est en plus pour y écrire des mots que je n'ose même pas répéter, comme éleveur et nazi, ce qui s'est passé il y a quelques jours ici en Zoom. Et en fait, on est face à quoi? Le bien-être animal, c'est comme l'écologie. On vit de nos animaux de la nature depuis toujours, depuis avant même que les éveilleurs de conscience n'aient mis le débat sur la scène publique. Mais par contre, on est face à une demande sociétale qui, en gros, pourrait se résumer de la manière suivante. Les Français, ils aiment les animaux, ils aiment les vaches. Pour beaucoup d'entre eux, ils aiment le steak, mais ils n'aiment pas ce qui se passe entre les deux. Et parfois même, il y a une certaine culpabilité dans ce qui se passe entre les deux. Donc en fait, on dit à ceux qui s'occupent de ce qui se passe entre les deux, ah, c'est pas bien. Mais c'est là aussi une instruction totalement paradoxale. Mais surtout, c'est un fait dont on doit l'accompagner. Et c'est pour ça que là, même combat, dans le plan de relance, on finance abattoir, on finance mise en œuvre de l'élevage. Et puis je pense qu'il faut, c'est ce que vous avez dit avec les GIA tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on ouvre nos exploitations, qu'on montre, il faut qu'on ait vraiment le courage et la force. Quand il y a quelqu'un qui ne respecte pas les règles, que cette personne qui ne respecte pas les règles, elle soit plus. Parce que c'est ça qui jette le corps sur tout le reste de la profession. Cet été, il y a eu un cas scandaleux. La personne qui est par un éleveur. D'ailleurs, parmi les bâtiments, il y en a plusieurs qui n'étaient même pas déclarés de l'élevage. Donc il fallait absolument se saisir pour justement que le corps ne soit pas jeté sur le reste de la profession.
ça, il faut avancer là aussi dessus. Et puis la deuxième transition, c'est la transition démographique, de jeunesse. Alors moi, je me bats pour, c'est d'abord l'enseignement agricole. Il faut arrêter la décroissance des jeunes qui vivent dans l'enseignement agricole. Moi, je suis un amoureux d'enseignement agricole, qui soit technique ou supérieur. On va lancer, c'est ça depuis très longtemps, une grande campagne de communication. L'idée, c'est, vous vous souvenez de la campagne de com sur l'armée, engagez-vous, on va faire autour des métiers du vivant. Et dans le plan de relance, j'ai dégagé 10 millions d'euros pour le faire. C'est beaucoup là-dessus pour, mais je crois que c'est aussi des moyens de redonner. Même si, à la fin des fins, on convaincra les jeunes de venir que si on a réglé la question du prix. Et de la même manière, sur les jeunes, moi je pense qu'il y a des sujets de fond, il y a notamment un grand sujet de la question du foncier. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais je suis très vraiment, on travaille beaucoup sur cette question du foncier, il y a plein de choses à faire là-dessus. Et puis après, il y a un troisième sujet, c'est le sujet, et dans la classe, je vois tout le monde bouge, il y a un troisième sujet qui là aussi, à mon avis, partagé par tous, c'est la question de la protection. Sur la protection, il y a évidemment un sujet européen. On vit dans un marché commun, on vit avec de l'exportation, et en fait l'exportation est bénéfique pour notre agriculture. Et comme le disait le président de la Chambre tout à l'heure, j'ai expliqué que je suis ni pour 100% bio, ni pour 100% export, ni pour 100% HVE. Moi je pense qu'il faut de tout pour faire un monde, et que c'est très bien d'avoir une agriculture d'exportation et une agriculture de bio et d'HVE. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va créer un crédit d'impôt HVE, mais au même moment, on renforce le fonds Avenir Bio. Il faut de tout pour faire un monde. La nature, c'est cette complexité-là, cette richesse-là. Et puis en plus, on sait bien que l'agriculture, ça dépend aussi beaucoup de choses. Donc décréter un monotype culturel, ça n'a pas de sens de notre côté. Mais il faut qu'on se protège. D'abord, il faut qu'on se protège au niveau très local. Et je l'avais dit tout à l'heure, les Français ont adoré le produit frais français pendant le confinement, ils ont adoré le circuit court. Il faut qu'on continue sur cette dynamique. Et donc là, moi, avec les équipes, j'essaie de travailler sur un contrat entre la grande distribution et nous pour valoriser le produit frais français. Je pense qu'il faut dire à tout le monde, produit frais français, en mettant l'insigne d'Hippocrate, en disant la meilleure des médicaments, c'est l'alimentation. La meilleure alimentation, c'est le produit frais français. Donc allons-y à fond. Et donc, circuit court, on continue à les développer, on va le renforcer. Quelqu'un a parlé des PAT tout à l'heure, c'est un super truc à l'échelle d'un territoire. On va mettre 80 millions d'euros sur les PAT là, dans lequel il faut en commencer. Et puis la protection, il y a tout ce qui est en train de se passer à Bruxelles. Et pour être très simple, pour moi, la protection, ce n'est pas que la protection vis-à-vis de l'extérieur. Enfin, vous avez vu notre position sur le Mercosur, par exemple, elle est très claire. Mais c'est la protection au sein du marché commun. Dans la PAC, ce qui est en train de se jouer, c'est de dire qu'il faut avancer vers cette agroécologie du fait de cette vision de souveraineté et d'indépendance. Donc moi, je le pousse à fond. On a les conditionnalités renforcées, on a les possibilités. Mais par contre, ce que je dis, c'est que moi, je veux que tout ça, ça soit obligatoire. Parce qu'au sein du marché commun, si on commence à dire, nous, pour atteindre notre souveraineté, notre indépendance, on fait beaucoup plus d'agroécologie, mais que mon camarade polonais au Liban, très sympathique, ou autre, lui, ça n'est qu'un vœu, et si ce vœu reste pieux, dans nos états, par contre, on aura les deux. Et ça, c'est pas possible. Et donc, une transition, ce que je conclue par là, peut-être que mes amis parlementaires vont rajouter des mots, mais je conclue par là, pour moi, ces transitions, pour moi, c'est ce triptyque revenu, transition, mais non pas dans l'implantation, mais dans l'accompagnement et protection, que ce soit au niveau local ou au sein du marché unique ou en dehors du marché unique. Et protection ne veut pas forcément dire protectionnisme. Protection, ça veut dire faire en sorte que chacun joue avec une règle du jeu. Ça, c'est pas du protectionnisme. C'est juste jouer avec une règle du jeu. Je crois que c'est quand même mieux comme cela. Sur le sujet canard, j'ai bien pris note en tête, bien pris note de tout ce que vous avez dit, et en particulier de votre courrier du 15 juillet, on va regarder avec les équipes précisément, tout comme le projet abattoir mobile, et tout comme le sujet en eau que vous avez mis en place ici. Et en vrai, vous avez
en avance sur beaucoup de départements sur ce sujet. Ce qui est une chance extraordinaire. Donc on en parlait avec le préfet tout à l'heure, je vais regarder le cas. Voilà. Mais en tout cas, un immense merci à vous toutes et tous. Pierre, Martine, est-ce que vous avez des points? Oui, merci, cher Julien, monsieur le ministre. Moi, ce que je voulais souligner en premier, c'est que ça ne s'est peut-être pas transparu beaucoup, mais on travaille tous ensemble. Moi, j'essaie de faire remonter au maximum toutes vos préoccupations que vous avez émises aujourd'hui. Et vraiment, moi je dois dire à quel point je suis content quand je vois comment je travaille avec la région, comment je peux travailler avec vous tous, comment par exemple la réactivité de Joël quand on a eu le problème du Covid pour l'épandage, tout de suite il a fait le nécessaire, quand on travaille avec les uns et les autres, c'est formidable. Par ailleurs, je vais aussi remercier le ministre. Sachez bien, vous parlez des canards, en fait, il y a une réunion qui est déjà d'ores et déjà reprévue. Vous savez qu'il y a eu déjà des rencontres avec Agnès Pannier-Runacher. Je le remercie et je remercie, il faut qu'on soit conscient aujourd'hui qu'on a un ministre qui connaît le problème. C'est un technicien. Et là, pour moi, c'est un vrai plaisir. Alors vous lui avez fait remonter, comme moi je le fais régulièrement, les choses, mais je ne voudrais pas qu'il parte d'ici, je sais que vous avez des pleins paquets de cadeaux pour lui. Mais je voudrais énumérer, là vous avez un qui a fait une laiterie, un qui fait du quinoa depuis des années, d'autres qui ont fait déjà une autre laiterie, les jeunes vont vous donner aussi. Après vous avez juste demandé, après vous avez Joël Limousin qui va défendre le glyphosate, mais qui est un des ardents défendeurs de Vertal, qui fait des compléments pour les sols. Ici il y a une diminution énorme des phytosanitaires, il y a des efforts partout, de tous les côtés. Après elle est partie, mais il y a justement rien, aussi une autre marque de lait. Après il y a le BAT toujours, vraiment il y a des actions extraordinaires de mise en place. Je voudrais que vous laissiez cette impression, parce que moi je dis que je suis fière de vous tout le temps, de ce que vous faites. On est fiers en agro, on est fiers du blé que vous vendez à la boulangère qui fait de l'éthique. Après, on est fiers d'autres entreprises qui travaillent directement avec vous pour le bio. Après, on est fiers aussi, quelquefois aussi, il faut le dire, de nos grandes surfaces. Quand on disait hier comment vous avez passé des marchés avec les grandes surfaces, combien vous êtes payé pour la viande bovine jusqu'à, je crois, 5,40 hier, elle a utilisé. C'est des choses extraordinaires que vous avez. Et je voudrais aussi que ça soit dit. Parce que moi, je suis fière d'être votre député, on est fiers de travailler avec vous, et vous avez des difficultés, mais des fois, dire aussi ce qui va bien, et ben ça fait envie d'aider ceux qui ont des difficultés parce qu'ils sont crédibles. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Martine.